Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On est ravi de vous accueillir ce soir pour vous présenter les performances 2024 de l'assurance vie MACSF. Roger Gagnard, directeur financier du groupe, je vais prendre une demi-heure pour vous revenir sur cette présentation, en fait, qui est une présentation qui a été faite pour les journalistes, la presse financière, qu'on va vous redérouler et puis on laissera évidemment du temps pour les questions en fin de réunion. Donc, voilà, donc le plan de la présentation, très simplement, on va faire un petit point sur l'activité pour le groupe en assurance vie avec un bilan de collecte. On va revenir sur les performances de notre fonds en euros, sur les performances de nos unités de compte aussi. Vous allez voir, c'est une très bonne année. Sur l'environnement financier dans lequel on a évolué, sur l'environnement dans lequel on a géré votre fonds en euros. On vous fera un petit point sur l'enrichissement de la gamme financière en 2024 et puis on vous dira ce que sont nos projets pour 2025. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on laissera la place aux questions, bien évidemment, pour essayer de faire tenir cette soirée en une heure. Alors on y va, on démarre. Quelques éléments vraiment globaux de synthèse sur les résultats du groupe en 2024. Une collecte à nouveau très importante qui montre la confiance que vous avez dans le groupe et vous avez raison, 2,1 milliards d'euros. Évidemment, cette collecte, on va le voir, elle tombe bien puisqu'elle intervient dans un environnement de niveau de taux élevé, ce qui nous a permis d'investir sur le fonds en euros dans des conditions favorables. Et puis tout ça débouche sur de très bonnes performances sur l'ensemble de nos supports. Vous le verrez, on pense qu'on a réalisé une bonne performance sur le fonds en euros. On pense également qu'on a des belles performances à vous montrer sur les unités de compte et aussi sur nos profils permanents. Donc, avec en plus des lancements cette année qui ont été des lancements réussis. On va revenir dessus. Voilà, donc on commence avec la dynamique commerciale confirmée. Bah, vous le voyez, hein, on a une nette accélération de la collecte en épargne retraite pour le groupe. On dépasse pour la deuxième année consécutive les 2 milliards d'euros de collecte, ce qui permet à notre encours d'atteindre 30,6 milliards d'euros. Donc on a vraiment des encours importants. Ça nous distingue de nos concurrents parce que le groupe gère des gros actifs. Alors c'est un peu des paquebots à manœuvrer, mais vous allez voir, on pense qu'on s'en sort pas mal. Et on pense également qu'il ne faut pas nous comparer avec des acteurs plus petits qui peuvent certaines années sur des encours de petite taille réussir de bonnes performances, mais qui ne sont pas nécessairement capables de réitérer ces performances dans la durée et sur des encours plus élevés. Alors, on va directement au résultat avec un graphique qu'on met à jour chaque année, qui est un graphique qu'on aime beaucoup, qui compare le taux de rendement net du votre fonds en euros RES à la moyenne des fonds en euros du marché. Et ce que vous retrouvez sur ce graphique, c'est qu'on retrouve un peu notre marque de fabrique avec cet écart avec la moyenne du marché qui nous caractérise. C'est 60 centimes d'écart qu'on a renouvelé cette année. L'année dernière, on avait fait 3,10, on refait 3,10 cette année. La moyenne du marché devrait à nouveau se situer aux alentours de 2,50 et donc un écart très significatif, 60 centimes de plus que la moyenne du marché. Comme vous le voyez, avec la baisse des taux, on avait eu un écart qui avait eu tendance à se réduire. Eh bien, on creuse à nouveau l'écart avec la plupart de nos concurrents. Et puis, ce qui est important, c'est que tous nos sociétaires ont droit à la même rémunération quel que soit le niveau de leur épargne, quelle que soit leur ancienneté, quelle que soit la part en unité de compte dans leur contrat. Chez nous, il n'y a pas de bonus, pas de performance bonusée sur 2 mois pour essayer d'améliorer optiquement les choses. Voilà, c'est 3,10 pour tout le monde, une vraie logique mutualiste et puis surtout des performances qu'on trouve satisfaisantes. Voilà pour le fonds en euros, c'est la même chose pour la retraite, hein, la même chose sur le fonds en euros du reste fonds de pension, 3,10 également, la même chose sur le fonds retraite que sur le fonds épargne et la même chose pour tous les assurés, bien évidemment. Au passage, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'en ce début d'année, on va procéder à une campagne à 0% de frais sur versement sur la retraite jusqu'au 31 mars 2025. Donc sur le plan d'épargne retraite de la MACSF, vous aurez 0% de frais sur versement. Alors, la performance du fonds en euros reste, on va revenir dessus. Vous connaissez bien notre fonds en euros, c'est notre marque de fabrique, le fonds en euros reste. Je vous ai donné le résultat 3,10. La répartition de l'épargne, il n'y a pas de miracle. Voilà, on est un assureur traditionnel.
On a une épargne qui est allouée, l'épargne que vous nous confiez, de manière extrêmement classique, avec avant tout des obligations. C'est ce que vous voyez sur ce graphique. Bien évidemment, la base de l'allocation d'actifs, c'est les obligations, et on va revenir dessus pour vous préciser à quel point en fait cet environnement de taux d'intérêt plus élevé est favorable pour la rémunération à long terme de votre épargne. Mais ce qui est important aussi de retenir, c'est que à côté de ces obligations, eh bien, le groupe continue d'utiliser tous les moteurs de performance à sa disposition. Vous voyez, pas mal d'actions non cotées, pas mal d'actions cotées, beaucoup d'OPCVM dans plein de catégories différentes, des fonds d'infrastructure, des OPCVM de pays émergents, des participations, de l'immobilier, du monétaire. Donc vous voyez, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle, c'est la capacité à gérer au mieux l'épargne que vous nous confiez dans la durée et dans des classes d'actifs traditionnelles avec une bonne diversification et en utilisant au mieux les opportunités de marché. Alors comment on arrive à 3,10 dans le détail? Vous voyez sur ce graphique, qui est sans doute le plus intéressant de la présentation en page 11, vous voyez que les obligations à taux fixe contribuent à 1,54. Donc si j'avais mis en bas le graphique de l'année dernière, vous auriez constaté une amélioration de la contribution des obligations d'environ 15 centimes. Et on retrouve là en fait la hausse des taux. Donc on investit depuis 2 ans dans un environnement de taux d'intérêt plus élevé, à des niveaux de taux très intéressants pour la rémunération à long terme de votre épargne. L'année dernière, on avait investi en moyenne à 4%. Cette année, on a investi en moyenne à 3,80, et tout ça uniquement sur des obligations de bonne qualité. Et donc, peu à peu, cette barre verte, à mesure qu'on relue, c'est-à-dire qu'on investit sur des niveaux de taux plus élevés que les anciennes obligations du portefeuille, eh bien, à mesure qu'on relue l'actif, cette barre verte va monter progressivement. Sur le graphique, ce que vous voyez ensuite, c'est la contribution des actions cotées. Et là, comme l'année dernière, on a profité d'un environnement de marché globalement favorable pour aller chercher des plus-values importantes sur les actions cotées. Et vous le voyez sur le graphique, 72 centimes de performance liées aux actions cotées. Sur la partie private equity, qui en gros signifie investissement dans l'univers du non coté, 35 centimes. On est un peu dans un scénario comme l'année dernière, moins de contributions du non-coté. Vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, et puis peut-être ceux qui nous suivent de plus près, qu'en 2021, en 2022, on avait eu des contributions extrêmement importantes du non-coté. Là, on retrouve des niveaux de contribution un peu faibles, dans un environnement un peu moins favorable, mais on reste, on le verra tout à l'heure, très, très, très ancré sur notre modèle, consistant à avoir de l'investissement dans le monde du côté, mais également dans le monde du non-coté. Vous voyez ensuite la contribution des obligations à taux variable. La contribution, et c'est à signaler, positive de l'immobilier avec environ 20 centimes. 3 immeubles vendus dans des bonnes conditions avec des plus-values significatives qui viennent doper le rendement de votre actif. Ensuite, les OPCVM. Alors, on a plein de catégories d'OPCVM qu'on classe nous en 3 catégories. Les OPCVM de taux, les OPCVM diversifiés, les OPCVM pays émergents. Eh bien, on est allé chercher de la performance dans ces OPCVM en réalisant des plus-values et ça contribue à hauteur de 20 centimes. Une performance qui est dopée à hauteur de 10 centimes par le monétaire. Tout l'argent qui reste en monétaire, l'année dernière, a rapporté en moyenne 3,5. Et donc, évidemment, on n'est plus pénalisé comme on l'était par le passé avec un monétaire qui ne rapportait rien. Là, on a 3,5 sur le monétaire. Donc, l'argent qui n'est pas placé rapporte 3,5 et ça contribue à hauteur de 10 centimes. Ensuite, vous voyez, on a des plus-values sur des fonds d'infrastructure, sur des obligations convertibles. Et au final, pour délivrer cette performance de 3,10, eh bien, on est allé chercher uniquement 10 centimes dans nos réserves. Vous vous souvenez que l'année dernière, on avait eu besoin d'aller chercher 50 centimes. Eh bien, cette année, notre rendement de l'actif est plus élevé et donc on a moins besoin d'aller chercher dans nos réserves. Et pour faire 3,10, en gros, on est allé chercher seulement 10 centimes dans nos réserves pour vous distribuer cette performance nette de 3,10. Voilà, alors ça c'est une illustration peut-être pour un peu marquer les esprits. On a eu beaucoup de remarques pour nous dire est-ce que mon assurance vie me couvre contre l'inflation? Alors quand il y a eu un pic d'inflation, clairement non, hein. Ce pic d'inflation à 6%, vous le retrouvez sur le graphique, vous voyez qu'à ce moment-là, en gros, il n'y avait pas beaucoup de placements qui couvraient de l'inflation, mais les derniers chiffres de l'inflation publiés par l'INSEE montrent qu'on est revenu à un niveau d'inflation beaucoup plus modeste. Et donc, à nouveau, l'assurance vie fait nettement mieux que l'inflation et donc retrouve toutes ses qualités de préservation et même d'amélioration de la richesse dans la durée.
On a mis également pour illustration le fait que on va commencer à avoir, et ça a été annoncé officiellement, des baisses de taux du livret A et que donc, à partir du début de cette année, les taux du livret A vont recommencer à baisser. On va passer d'abord à 2,5 et donc notre fonds en euros offre une rentabilité supérieure à celle du taux du livret A. Ça, c'est une illustration assez simple de ce que je vous disais tout à l'heure et qui vise à vous expliquer pourquoi on est très heureux depuis 2 ans d'avoir une collecte élevée sur l'épargne, parce que c'est bénéficiaire pour tout le monde. C'est bénéficiaire d'abord et avant tout pour vous, puisqu'on profite de cet environnement de taux élevé pour investir très massivement. C'est ce que vous voyez là, hein, 3,9 milliards d'euros investis sur les obligations à un taux moyen de 3,80% sur des obligations de très bonne qualité. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que bien évidemment, les obligations qui arrivent à échéance sont des obligations anciennes, qui tournaient sur des niveaux de taux plus faibles, de 10. Ces obligations-là, on les replace à 3,80 et tout l'argent que vous nous confiez, on le place également sur la partie obligataire à 3,80 environ, ce qui a un effet relutif sur le taux qu'on sera capable de vous servir et ce qui évidemment le sécurise, hein, puisque vous voyez bien que quand on investit à 10 ans actuellement à 3,80 et l'année dernière à 4, eh ben, c'est 10 ans de coussin de sécurité. Alors ça ne garantit pas tout, évidemment, on n'est pas à l'abri d'une crise financière majeure, mais bon, on fait notre boulot, on place cette épargne dans un environnement de marché qui est favorable et vous le voyez, ça nous permet d'allonger la duration des portefeuilles obligataires, ça nous permet également de bénéficier du fait qu'on a des taux sur les emprunts d'État qui sont particulièrement élevés. Vous le savez, c'est lié à la situation particulière de la France, dont on espère qu'elle va stabiliser un jour et qu'on ne changera pas de Premier ministre tous les 15 jours. Donc cet environnement particulier fait qu'on a un peu de tension sur les OAT et donc on peut acheter des emprunts d'État dans des très bonnes conditions pour la rémunération de l'épargne à long terme. Alors, on va faire un petit focus sur notre modèle, juste un slide. Rassurez-vous, ça ne va pas être long. Un petit rappel simple. Pourquoi on croit fondamentalement qu'on a un assureur vie un peu différent des autres? C'est parce qu'on a un modèle qui consiste à investir sur la partie en action, sur les actions cotées et sur les actions non cotées. Pourquoi on pense que c'est un bon modèle? Eh bien, tout simplement parce que si vous regardez 2022, une année très défavorable sur les actions cotées, on est allé chercher des plus-values très importantes dans la sphère du non-coté, et c'est ce que vous retrouvez sur ce graphique avec la barre verte. En 2023, l'année dernière, environnement de marché favorable sur les actions, nettement favorable, on est allé chercher un montant très significatif, 120 et quelques millions d'euros de plus-value sur les actions cotées, et on a complété avec du non-coté et des OPCVM. Cette année, en 2024, c'est une année un peu particulière parce que 2024, globalement, c'est une année favorable sur les actions, évidemment, mais c'est une année qui se solde malgré tout avec une performance négative pour l'indice CAC 40 et sans surprise, on a un biais sur les actions cotées françaises et donc c'était un peu plus compliqué d'aller chercher des plus-values sur les actions cotées. Donc vous voyez, la barre rouge reste à un niveau élevé, mais elle est complétée par du non-coté en vert et par des OPCVM parce qu'au sein de nos OPCVM, on avait pas mal d'OPCVM de taux qui se sont très bien comportés, pas mal d'OPCVM diversifiés qui se sont très bien comportés. Eh bien, on n'a pas hésité à aller chercher des plus-values. Donc, en fait, ce modèle équilibré qui permet d'aller chercher de la performance en fonction de l'environnement de marché sur les différentes classes d'actifs nous semble être pérenne à long terme et plus intéressant qu'un modèle trop centré sur telle ou telle classe d'actifs. Voilà, un petit focus ISR sur les engagements de transparence et de durabilité, hein, pour vous rappeler que les caractéristiques particulières de la MACSF font qu'on a un tropisme pour investir en particulier dans le monde de la santé, pour soutenir le monde de la santé, et qu'on a investi à fin 2024 2 milliards dans tout un tas d'entreprises qui travaillent dans le monde de la santé, et puis qu'on a également investi 4 milliards d'euros dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, tous ces engagements, vous pouvez les retrouver en détail. Et la caractéristique du groupe, c'est que dans la mesure où nous gérons tous nos actifs en direct, nous maîtrisons ces allocations, nous maîtrisons ces engagements. Et donc, quand on vous parle de nos engagements, ce sont bien nos engagements. Ce n'est pas des engagements qu'on ne maîtrise pas et qu'on calcule par transparence parce que d'autres que nous le font à notre place. Voilà, on va revenir maintenant sur une troisième partie. La troisième partie, c'est qu'au-delà des bonnes performances de notre fonds euro, hein, je rappelle qu'à la MACSF, on pense que la base, le socle de la rémunération de votre épargne, c'est d'abord et avant tout de vous proposer un fonds euro de qualité. Mais pour autant, on est bien conscient
qu'il faut essayer de faire mieux qu'avec seulement un fonds euro. Donc, on vous offre une gamme. Cette gamme, depuis toujours, depuis 1998, pour tout dire, on avait choisi un slogan que je n'ai pas modifié depuis, qui est une gamme simple, complète et performante. On va voir que cette année, ça s'est pas mal passé sur les unités de compte. Donc, ce qu'on vous propose en diversification à côté de votre fonds euro, on vous incite à choisir des supports qui vont vous permettre de doper dans le temps la rémunération de votre fonds en euros. Et nous, on s'engage à vous proposer des supports de qualité. On y va, on va regarder ce que ça donne. On va regarder ce que ça donne sous deux angles. Un angle simple qui consiste à regarder les performances de nos profils. J'en profite pour rappeler un point. On est sans doute le seul assureur à continuer de communiquer depuis toujours sur les performances de ces profils en toute transparence. Vous ne les retrouverez pas sur les sites de nos principaux concurrents. Eh bien, nous, on continue de vous donner les résultats. Donc, pour ceux d'entre vous, environ la moitié des épargnants qui ont fait le choix d'investir directement dans des profils qui ont été définis par la direction financière du groupe, et bien pour ceux qui ont choisi Sérénité, ça fait 4,02, Équilibre 4,65 et Dynamique 7,20. Dynamique ayant bénéficié en particulier d'une allocation sur les actions américaines qui s'est évidemment avérée être un moyen de dynamiser la performance du dynamique. Mais un autre chiffre important qu'on calcule désormais tous les ans, qu'on aime beaucoup regarder, on fait un calcul simple, on regarde l'encours des unités de compte, 6 milliards et demi, on pondère par les poids que chacun d'entre vous détient dans chacune de ces unités de compte, et donc on fait une performance moyenne pondérée par les encours, et bien sur la moyenne de ces 6 milliards et demi en unités de compte, la performance ressort à 7,80. C'est un chiffre qu'on aime beaucoup calculer, qu'on aime beaucoup vous donner. Ça montre qu'en gros, dans une année où finalement tout n'a pas été si simple que cela, en particulier, je le rappelle, avec un CAC 40 qui a légèrement baissé, eh bien, les supports que nous vous avons proposés vous ont permis en moyenne, pondérés par les encours, de réaliser une performance de 7,80 sur les unités de compte. On pense que c'est un résultat très satisfaisant. Voilà, alors le détail maintenant, le slide le plus compliqué, celui de la page 20 avec beaucoup de supports. Vous retrouverez évidemment les vôtres, vous retrouverez beaucoup de verts, beaucoup de raisons d'être satisfait des performances qu'on vous présente, et puis également du rouge. Alors on ne va pas faire semblant de ne pas le voir et pas en parler, mais on va quand même les prendre dans l'ordre. Alors on va commencer par les fonds patrimoniaux. Les fonds patrimoniaux, vous vous rappelez, hein, ce sont des fonds qui sont avec un profil de risque modéré et qui investissent à la fois sur des actions, des obligations, qui peuvent prendre de l'exposition à la hausse ou à la baisse des taux, des expositions en devises, enfin des fonds patrimoniaux gérés par des équipes qui ont globalement fait la preuve de leurs compétences, hein, puisque trois des supports proposés affichent des performances entre 6 et 7%. Un seul a un peu moins bien fait, c'est DNCA Euros, mais qui avait fait ces dernières années de très bonnes performances et qui a fait une performance de 3%. On a également nos fonds d'obligations convertibles, nos fonds à échéance. Alors vous voyez, les trois fonds à échéance ont très bien marché, on reviendra dessus, c'est un beau succès de collecte. Ça vient surtout souligner notre capacité à proposer des fonds qui sont complètement liés à des opportunités de marché. On n'a pas attendu, on n'avait surtout pas prévu à l'avance qu'on allait lancer, et on a vu les taux qui montaient, on s'est dit, bah, on peut proposer des fonds à échéance, c'est-à-dire des fonds dans lesquels vous nous confiez votre argent, vous le conservez jusqu'à l'échéance 2028, 2030, 2032, et on vous délivre une performance grosso modo d'environ 4% par an. Et vous voyez que cette année, on est largement dans les clous sur nos trois fonds à échéance. On passe maintenant dans la catégorie des fonds d'action thématiques. Les deux principaux fonds d'action de la maison, que sont des WS Top Dividende et Pictet Global Megatrend, qui sont des fonds internationaux avec des profils différents. Pictet, c'est un fonds qui suit les principales tendances porteuses sur les marchés, 14% de performance. DWS Top Dividende, vous le connaissez bien, c'est un fonds qui fait plus de 1 milliard dans notre gamme. C'est un fonds d'action international défensif de rendement. Eh bien, il s'en sort très bien avec 9,54, donc beaucoup de motifs de satisfaction. Je continue avec le point un peu moins favorable. Quelques fonds thématiques ont moins bien fait. Je commence par celui qui a beaucoup déçu. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a un encours très limité dessus. Il n'y a pas plus de 10 millions d'euros, mais c'est le fonds de transition énergétique. Alors, le fonds de transition énergétique, il a largement été pénalisé par les difficultés du secteur, le secteur de l'éolien offshore, le secteur du solaire,
des grosses difficultés, des diminutions des subventions des États. Et puis comme si tout ça suffisait pas, il a quand même assez mal vécu l'élection de Donald Trump, dont on sait tous qu'il n'est pas très favorable à cette thématique. Et voilà, on a un recul de 30%. Alors, c'est pas satisfaisant pour nous, c'est pourtant un très bon fonds. On pense que cette transition énergétique à moyen long terme, elle devra se faire, mais il faut bien reconnaître que cette année, après une performance 2023 déjà négative, cette performance de moins 30 est particulièrement décevante, mais on se console en se disant qu'on n'a pas plus de 10 millions d'euros d'exposition dessus. On a une performance légèrement négative de notre support d'actions immobilières cotées, Mehdi Immobilier à moins 2,70. Très franchement, pour résumer, pour le dire simplement, on pense que Mehdi Immobilier a plutôt limité la casse. Enfin, on a un support où là, on a peut-être un peu moins d'excuses, hein, c'est le fonds Insertion Emploi Dynamique. Là aussi, un encours faible, un fonds très particulier, un fonds qui a une sélection de 90% d'actions cotées, alors qui, à l'évidence, a été mal géré sur la partie actions cotées avec cette performance, mais 10% avec France Active, avec une garantie absolue de soutenir des associations sans but lucratif, mais vraiment avec un contrôle extrêmement strict, un pilotage par la Caisse des dépôts, des associations qu'on aime beaucoup. Donc on est un peu déçu, il faut bien le dire, de la performance des actions cotées. En revanche, c'est un fonds vraiment de conviction et qui, à 10%, qui vient soutenir des causes qui nous semblent être des causes vraiment importantes. Sur les fonds d'action géographiques, bah, je ne résiste pas au plaisir de vous citer la performance du fonds d'action américaine, 36,5%. On a la chance, c'est pas seulement la chance, hein, c'est aussi la qualité de la sélection des fonds réalisés en interne par un sélectionneur de fonds avec beaucoup d'expérience chez nous, hein, plus de 20 ans d'expérience dans la sélection des fonds. Et on est un des rares assureurs à proposer un fonds qui, 4 années sur 5 aux États-Unis, bat son marché. Vous pourrez vous amuser à regarder, il n'y en a pas beaucoup. C'est un marché très compliqué et on a un très bon fonds d'actionnaires américains. On est évidemment content de vous le proposer. Et cette année, cette performance de 36,55% sur JP Morgan US Selective Plus, c'est évidemment une très très bonne performance. Enfin, dans le bas, vous avez notre fonds or et métaux précieux à 6,73, nos fonds non cotés. Alors, on pourra revenir dessus. Tikeo Financement Entreprise à 4,17 qui fait un peu moins bien que l'année dernière avec 7,15. C'est la conséquence d'un certain nombre de provisions qui ont été passées sur des entreprises qui nécessitaient d'être provisionnées. On n'a pas hésité à faire une revue de portefeuille assez serrée pour bien provisionner tous les risques qui méritaient de l'être. Et donc, Tikeo en financement entreprise, après un 7,15 l'année dernière, affiche une performance de 4,17, mais a été très bien provisionné pour pouvoir s'assurer d'un beau redémarrage l'année prochaine. En dette privée, c'est un lancement très récent, le 24 octobre, donc le 0,69 n'est pas très significatif. Et puis enfin, cette année, dans un environnement où les taux courts sont globalement restés souvent plutôt élevés, eh bien, on a un Mehdi monétaire qui affiche une performance de 3,5. Voilà, on va terminer sur nos deux lancements de l'année. Vous rappelez qu'après l'immense succès de Tikeo Financement Entreprise, un fonds de dette privée qui permet d'accompagner le développement des ETI et PME et des fonds qui les financent, on a choisi de compléter notre offre dans le cadre de la loi Industrie verte le 24 octobre avec un deuxième fonds. Je rappelle simplement une différence essentielle. Ce fonds ne finance pas des fonds d'investissement qui veulent racheter des PME. Ce fonds finance directement des chefs d'entreprise qui veulent garder le contrôle de leur entreprise, qui ont un besoin de financement à un moment et qui ne souhaitent pas diluer leur part au capital avec des actionnaires qui viennent prendre un bout du capital, qui souhaitent trouver une solution qui soit un peu un mix, et c'est pour ça que ça s'appelle de la dette mezzanine. Ça vient se placer entre la dette et l'action, et ça leur permet de ne pas se diluer. Ils gardent 100% du contrôle de leur entreprise, donc ce sont des gens qui ont en gros, une énorme confiance dans leur entreprise, et ça, c'est bien d'un point de vue d'alignement d'intérêt avec le fonds qu'on vous propose, parce que ça veut dire qu'on est totalement aligné avec les dirigeants. Et ces dirigeants qui vont prendre un produit qui est entre de la dette et de l'action, eh bien, ils vont accepter de payer un taux d'intérêt élevé pour faire ça, plus de 10% par an, et on espère remplir ce véhicule avec des sociétés de qualité, on n'en doute pas.
On a fait ça avec Andera, une équipe qu'on connaît très bien depuis longtemps, des très grands professionnels, une très très bonne équipe. Et donc, on a lancé ce deuxième fonds de dette privée avec des objectifs de rendement un peu supérieurs à Tikeo Financement Entreprise pour compléter notre offre dans le non-coté. Ça a connu d'ores et déjà un grand succès en 2024. On espère que ça va continuer en 2025 et on croit beaucoup à ce produit pour 2025. Enfin, sur 2024, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un petit bilan, un petit rappel simple. On a voulu vous faire profiter de la hausse des taux et pour ça, on vous a proposé trois fonds à échéance. Donc, à mesure que ces fonds ont été remplis et déployés, on en a levé des suivants. On a fait les trois avec Edram, Edmond Rothschild Asset Management, qui est une super équipe avec une très très bonne expérience dans la gestion des risques, dans la sélection des obligations en portefeuille. Là, on est sur des obligations cotées, liquides, aucun problème. Une sélection rigoureuse, 50% d'investment grade, des émissions high yield avec un contrôle de risque très strict, rien avec des vraiment mauvaises notations. C'est complètement dans l'ADN du groupe. Pas de dette subordonnée, pas de risque caché sur des non-remboursements à la date d'échéance, donc quelque chose de très pur. Et au final, un succès, puisque vous le voyez, sur ces trois supports, on aura collecté 800 millions d'euros avec des grands succès sur 2030 et 2032. 2028 avait été la première version, on était déjà content du résultat, mais le succès ne s'est pas démenti. Voilà, alors je vais terminer et conclure là-dessus. Évidemment, on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Pour 2025, on a déjà des idées, on va vous les partager. Alors, à ce moment de l'année, je dirais, on est encore plutôt sur des projets, mais il n'y a pas de raison de ne pas vous en parler. Voilà, c'est un slide très simple, c'est le dernier de la présentation, je vous rassure. Je terminerai bien pile à 20 heures comme je m'y étais engagé, je regarde l'heure. Alors, d'abord, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, on va prolonger le fonds à échéance Edmond Rothschild 2032 jusqu'au 30 avril. L'environnement de marché et la poursuite des tensions sur les taux d'intérêt, hein, on est très vigilant à ne pas vous proposer en fait des solutions qui ne s'avéraient ne plus être pertinentes, mais la hausse des taux d'intérêt nous arrange parce que ça veut dire qu'on peut prolonger dans de bonnes conditions et vous faire bénéficier de niveaux de taux d'intérêt attractifs. Donc on prolonge le fonds à échéance objectif 2032 d'Edmond Rothschild. On pense être en capacité de lancer assez rapidement en début d'année un fonds de performance absolue obligataire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on aura un peu épuisé les solutions en matière de fonds à échéance. On aura fait 2028, 2030, 2032. Pour être extrêmement simple, il n'y a pas véritablement d'émetteurs dans la catégorie qu'on cherche sur des horizons de placement aussi longs que 2034, donc on ne pourra pas sortir en 2034. Il est donc très probable qu'on se tourne vers des fonds de performance absolue obligataires. Il y en a eu beaucoup sur le marché. Certains d'entre eux ont véritablement bien fait leurs preuves. Et donc, on a opéré une sélection. On a un comité de pilotage, pour tout vous dire, et rentrer un peu sous le capot, faire de la cuisine interne vendredi, qui devrait permettre en fait d'acter le lancement d'un fonds de performance obligataire absolu qui viendrait prendre le relais de tout ce qu'on vous a proposé en matière de fonds à échéance. Et sur la deuxième partie de l'année, donc plutôt le deuxième semestre, on envisage bien entendu de poursuivre l'élargissement de l'offre en non-coté. C'est important pour nous, on vous a déjà proposé deux supports. Je dirais qu'on essaye d'avoir une gamme simple, complète et performante. Complète, ça veut dire qu'aujourd'hui, on couvre à peu près tout ce qui a de l'intérêt dans le monde du côté, mais on veut couvrir également toute la sphère du non-côté, et c'est pour ça qu'on réfléchira à vous proposer quelque chose de plus en non-côté sur la deuxième partie de l'année 2025. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Simplement vous rappeler que vous pouvez activer vos services de gestion en ligne, c'est important, c'est beaucoup de souplesse pour vous, c'est beaucoup plus simple. Ça facilite vos opérations et vos versements. Vous pouvez faire des versements programmés ou ponctuels, vous pouvez faire des arbitrages, vous pouvez faire des changements de profil de gestion, vous pouvez faire des demandes de rachat ou d'avance. Donc tous ces actes de gestion sont accessibles directement depuis votre espace personnel. Et enfin et surtout, c'est le plus important, vous êtes tous ce soir, je pense, suivis par un de nos experts ou spécialistes. Ce sont des gens de confiance que je connais depuis longtemps, avec lesquels on échange, avec Morgane qui est à côté de moi, tous les 15 jours de manière très régulière. On est à leur côté, on fait des points marchés très réguliers. Donc vous avez des experts patrimoniaux qui sont complètement dédiés, qui sont disponibles aussi bien en agence, à domicile, sur votre lieu de travail. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour définir la meilleure allocation pour votre épargne. Voilà, je m'arrête là-dessus.
Vous avez évidemment notre site macsf.fr et puis vous pouvez également nous contacter par téléphone, mais ça, je vous laisse le lire. Et je vais faire une toute petite pause pour boire un verre d'eau et je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez commencer à lancer vos questions. C'est à vous. Donc, je prends un petit verre d'eau, comme je viens de le dire, et je réponds à la première question. Alors, la première question, elle est assez classique. On ne propose pas d'ETF pour une raison assez simple. Je vais revenir sur la gamme. C'est qu'on pense qu'on est capable, et c'est vraiment le sens de notre choix, on est capable, on ne vous propose pas un annuaire, d'accord? Vous avez, sur le slide que j'ai remis à l'écran, vous avez 24 supports. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'on est capable de vous proposer des fonds de qualité qui se comportent bien dans différents environnements de marché. Et donc, quand on sélectionne des fonds comme DWS Top Dividend ou Pictet Global Megatrend, on pense que ce sont des fonds qui ont des gestionnaires de qualité, qui ont fait leurs preuves dans la durée et qui feront mieux que la simple réplication des indices. C'est également la même chose sur les fonds patrimoniaux, hein. On est allé chercher DWS Concept Caldo Morgan, qui est un fonds très particulier, qui n'était pas en France, qui est un fonds patrimonial de grande qualité avec un très bon contrôle des risques. Et ça, c'est clairement pas un ETF, c'est clairement pas réplicable, c'est clairement pas de simplement se mettre sur un indice. Donc, on pense qu'il y a beaucoup de sens à confier son argent, non pas à des indices, mais à des gens qui savent le gérer dans la durée. Et puis, on pense aussi, plus fondamentalement, que plus le temps passe, plus les indices deviennent dangereux. Quand vous regardez la pondération des indices sur certains marchés, en gros, est-ce que vous mettriez votre épargne dans un produit où 7 ou 8 valeurs représentent 40% de votre allocation? Est-ce que vous, en tant que personne physique, vous avez envie de mettre votre épargne sur 7 ou 8 valeurs qui sont toutes au plus haut historique et qui représentent 40% de la pondération de l'indice? On pense globalement que ce n'est pas vraiment ce que vous feriez et donc on pense globalement que ce n'est pas ce qu'on doit vous faire faire en vous proposant des ETF. Voilà, réponse un peu longue. Introduction des fonds de private equity dans les contrats en gestion pilotée. Oui, alors j'aurais peut-être dû le préciser. Merci de cette question. Donc, quand je l'ai parlé tout à l'heure, mais peut-être de manière un peu trop technique, de la loi Industrie verte le 24 octobre, la loi Industrie verte le 24 octobre incitait les assureurs à introduire dans les profils équilibre et dynamique 4% et 8% de non-cotés. On a rentré dans les profils équilibre et dynamique du Andera dette privée, le support dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que fondamentalement, on pense que c'est une bonne allocation d'actifs, parce que c'est ce qu'on fait également dans notre fonds en euros, je vous en ai parlé. Donc, on l'a fait dans nos profils équilibre et dynamique. On ne l'a pas fait uniquement pour se mettre en conformité avec la loi Industrie verte, on l'a aussi fait par conviction. Pensez-vous compléter à l'avenir votre offre avec de la gestion de patrimoine? Alors, je vais essayer de vous répondre en deux temps. D'abord, pour faire un bilan patrimonial, vous avez tous nos experts et spécialistes qui savent parfaitement le faire et qui vont bien prendre en compte globalement votre patrimoine et qui vont pas seulement vous orienter dans l'assurance vie, mais qui vont vous faire un bilan patrimonial global. Donc ça, nos experts, nos spécialistes, ils savent parfaitement le faire. Ensuite, au sein, par exemple, des profils, vous noterez qu'on a changé un mot. On ne les appelle plus des profils permanents, on les appelle les profils pilotés. Pourquoi? Parce que au sein des profils, la direction financière du groupe s'est donnée depuis 3 ans, grâce à Guillaume Rosenval, la possibilité contractuellement de modifier des supports. Donc, si certains supports nous semblent ne pas être les bons, ne pas être appropriés, eh bien, on peut les modifier au sein des profils. Enfin, on pense qu'on fait un conseil de qualité. On croit beaucoup à ce conseil. Ce conseil, en gros, consiste à prendre des profils libres et à échanger avec votre expert et votre spécialiste. On a des gens très bien formés, on a des gens qui connaissent très bien le métier, on a des gens qui peuvent vous donner des conseils patrimoniaux, des conseils fiscaux pour optimiser et qui vont également être capables de vous accompagner dans les choix sur les supports à mettre en unité de compte et qui font, à notre avis,
par rapport à des CGP qui sont souvent très intéressés dans les conseils qu'ils vous donnent, et bien là, c'est un choix, alors qui n'est pas désintéressé, parce que bien évidemment, on ne va pas vous dire d'aller à la concurrence, c'est pas le but du jeu, mais on a vraiment des gens qui ont le souci d'essayer de vous accompagner au mieux dans la gestion de votre épargne, et qui, à mon avis, sont en gros des conseillers en gestion de patrimoine non biaisés, on va les appeler comme ça. Pourquoi ne pas pouvoir automatiser un investissement progressif à partir, par exemple, du fonds monétaire afin d'éviter de tout mettre d'un coup sur un support risqué? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez raison. On sait que d'un point de vue financier, lisser l'investissement dans le temps et faire de l'investissement progressif, ça a beaucoup de sens. En revanche, pour une personne qui nous dit ça, 10 personnes nous disent, écoutez, moi j'ai 50 000 euros à placer, je vais les placer maintenant et je ne vous demande pas comment je vais faire pour mettre 1000 euros par 1000 euros. Donc, on réfléchit beaucoup à ça pour essayer de trouver une formule qui permette en fait non pas tant d'investir que progressivement, mais en fait de lisser les points d'entrée tout en proposant de rentrer sur des supports actions et au fil du temps, en fait, sur une période donnée, on a vu ça chez quelques-uns de nos concurrents, on regarde ça de très près et on va faire une étude pour voir dans quelle mesure on pourrait assez, je ne vais pas être prétentieux, je ne vais pas dire assez intelligemment, mais enfin de manière assez efficace, proposer finalement de prendre l'argent que vous nous confiez et de lisser nous-mêmes les investissements au fil du temps, tout en optimisant au mieux la partie qui ne serait pas investie sur des supports actions et lisser ainsi les points d'entrée sur les marchés actions. On sait que ça existe, on réfléchit à ça pour essayer de trouver une solution. Pour les fonds à échéance, les meilleurs rendements n'ont-ils pas lieu les premières années? N'y a-t-il pas intérêt à transférer les fonds les uns sur les autres? D'abord, un, vous connaissez bien le produit. Deux, vous avez raison. Trois, il n'y a pas le feu. Donc, il est vrai qu'un fonds à échéance, c'est un fonds qui va se monétiser au fil du temps et qu'une grande partie de la performance que vous en espérez sera réalisée dans les premières années et que, par exemple, il faudra sortir du 2028 avant fin 2028, du 2030 avant fin 2030 et du 2032 avant fin 2032 parce que sinon, bah, vous aurez un support monétisé, c'est-à-dire que toutes les obligations auront été remboursées et tout sera replacé en monétaire, on ne reprendra pas de risque et vous allez faire la performance du monétaire. Et si le taux du monétaire baisse, comme ce que tout le monde pense avec les baisses des taux de la BCE, eh bien peu à peu, votre performance va diminuer pour tendre vers celle du monétaire. Il vous faudra sortir pour aller en prendre un autre. Alors, si vous êtes sur un 2028, effectivement, vous pouvez à un moment dire je me reporte sur du 30 et puis faire la même chose pour ensuite aller sur du 32. Nous, bien évidemment, on vous accompagnera. On a des experts spécialistes sur le terrain qui prendront rendez-vous avec vous pour voir à quel moment vous devez sortir de ces fonds à échéance et voir avec vous quelles sont les meilleures solutions à vous proposer pour replacer l'argent à la sortie de ces fonds à échéance. Mais il n'y a vraiment pas d'urgence à le faire à l'heure actuelle. Aujourd'hui, vous continuez de profiter d'un rendement très favorable. Simplement, c'est vrai, il ne faut pas attendre pour chacun des fonds la dernière limite pour sortir. Vous n'investissez rien en direct, vous vous contentez d'investir chez des spécialistes. Alors, euh, tout le fonds en euros, les 24 milliards, sont gérés en direct sur les marchés financiers. J'aimerais bien vous proposer de venir voir les salles de marché chez nous. Vous verriez plein d'écrans Bloomberg et plein de gens qui travaillent en direct. On rencontre toutes les entreprises dans lesquelles on investit. Donc, le fonds en euros, il est géré en direct. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. L'argent que vous nous confiez sur le fonds en euros, c'est géré directement par les équipes du groupe. Ensuite, sur l'offre en unité de compte, bah, je dirais, vous avez deux solutions. Soit la solution de l'assureur qui crée une grosse société de gestion qui coûte très cher, qui veut gérer elle-même, qui n'est pas certaine de ses résultats, ou notre solution à nous, qui est une solution très light, où en gros, il y a quelques personnes sur une structure légère qui essaye à tout moment de faire un vrai métier qui consiste à sélectionner les meilleurs gestionnaires de fonds. Pour vous répondre de manière extrêmement concrète, le monde de la gestion des actions américaines doit comporter des milliers de sociétés de gestion, avec des univers qui sont parfois spécialisés. Vous avez la gestion grosse, vous avez la gestion value, vous avez la gestion blend, etc. C'est très, très, très compliqué, comme vous pouvez l'imaginer, de s'y retrouver dans la gestion des actions américaines. Eh bien, notre spécialiste
de la sélection de fonds. Il a choisi depuis longtemps un fonds d'action américaine, celui de JP Morgan, qui est le seul fonds de cette taille-là qui bat son indice 4 années sur 5. Eh bien, ça, être capable de vous proposer un très bon fonds d'action américaine, à mon avis, ça a de la valeur. Alors, on ne peut pas lui demander de gérer lui-même les actions américaines, ce n'est pas son métier. Mais en revanche, on peut être très satisfait de la sélection qu'il a pu faire et de la proposition qui vous est faite, hein. Donc, on ne vous propose pas un annuaire, on ne vous dit pas débrouillez-vous avec tous ces fonds-là. On vous dit, voilà, au sein des actions américaines, nous, on a fait le boulot et celui qu'on vous propose, c'est un bon fonds. Donc, c'est ça la valeur ajoutée de notre proposition dans les unités de compte. Et c'est également toujours la part la moins chargée en frais. On voit que les performances du fonds équilibre sont les plus mauvaises. Faut-il en sortir et passer aux deux autres profils? Alors, les plus mauvaises, oui, en relatif. C'est-à-dire que, en gros, notre, notre fonds en euro est bon, le profil sérénité est bon, le profil équilibre est bon, le profil dynamique est bon, et le profil équilibre, il est un peu décevant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans les choix sur le profil équilibre, hein, je rappelle qu'équilibre, c'est un 50-50, 50% fonds en euros, 50% unité de compte, on n'a tout simplement pas mis d'actions américaines. C'est ce qui fait la différence avec Dynamique. Donc oui, pour avoir de l'exposition aux actions américaines, il fallait avoir pris Dynamique ou alors être en libre et avoir choisi le fonds d'actions américaines. Au passage, et c'est quand même intéressant de le souligner, la plupart d'entre vous, soit seuls, soit avec les bons conseils de vos experts, quand on regarde où on a les collectes les plus importantes l'année dernière, c'est sur les fonds à échéance, sur les fonds de dette privée et sur le fonds d'actions américaines. Donc la plupart d'entre vous ne s'y sont pas trompés. La plupart d'entre vous ont cherché à bénéficier de la très bonne performance des actions américaines. Et nous, malheureusement, et c'est nous qui en sommes responsables parce que c'est nous qui définissons les profils, eh bien malheureusement, depuis 2 ans, on n'a pas mis d'actions américaines dans Équilibre et c'est ce qui le pénalise en relatif. L'année dernière également, et pour être complètement transparent avec vous, on avait fait le choix de mettre le support or et métaux précieux une année où le support avait eu des difficultés. Donc oui, on est un peu déçu du profil équilibre, oui, on est très vigilant à essayer de l'améliorer. La déception, elle est pas, elle est surtout en relatif sur le profil équilibre. L'augmentation de l'encours permet-il de diminuer le taux de charge en pourcentage? Alors, on gère à 20 centimes à la MACSF. Vous ne trouverez pas un seul assureur qui gère à un niveau de frais plus bas. On a un directeur général qui aime bien dire qu'on est un assureur low cost. Moi, ça me gêne un peu parce que c'est un petit côté qui n'est pas toujours super valorisant. Mais dans le fond, quand j'y réfléchis, il a raison. On a vraiment des niveaux de frais qui sont extrêmement bas. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, un exemple, hein, on n'a pas de société de gestion. On a une structure extrêmement légère. On essaie de choisir les meilleurs partenaires. On n'a pas de réseau d'agents généraux, on n'a pas de réseau commissionné. Et c'est ce qui fait que vous pouvez nous faire confiance dans la durée. On a des gens qui sont là pour vous orienter au mieux sur les choix sur votre épargne. Donc, on pense qu'on gère de manière extrêmement précautionneuse et on pense qu'on a des frais qui sont parmi vraiment les plus bas. Vous nous aviez informé être entré au capital d'Orpea par le biais de la Caisse des dépôts l'année dernière. Bilan aujourd'hui. Ok. Alors, pas vraiment par le biais, mais en accompagnant la Caisse des dépôts, hein. Donc, pour mémoire, il s'agit d'un groupement, un groupement qui regroupe d'abord et avant tout la Caisse des dépôts qui a mis 600 millions d'euros, ensuite la Maïf qui a mis 400, et puis nous 200 et la CNP 150. Cette opération, c'est une opération financière qui a consisté à venir sauver le groupe Orpea à un moment où sa valorisation s'était effondrée et avec la conviction, pas la conviction, ça n'existe pas, avec la conviction qu'à un horizon de 5 ans, on serait capable de redresser le groupe. Donc, quelle est la situation à date? Sur un plan strictement boursier, l'action n'a toujours pas rebondi. Sur un plan opérationnel, il y a eu beaucoup de choses de faites avec un actionnaire, la Caisse des dépôts, qui, j'en profite pour le dire, fait vraiment extrêmement bien son boulot, des équipes extrêmement compétentes, des équipes totalement dédiées qui surveillent de très près tout ce qui se passe. C'est rassurant à double titre, c'est rassurant pour notre investissement dans Orpea, et puis c'est rassurant pour l'utilisation qui est faite par l'État de nos impôts. Donc moi, quand je les vois bien bosser, ça me rassure, je me dis qu'au moins, c'est sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que Orpea se reprenne plus fortement? Il y a tout un tas de mesures qui ont été prises qui sont vraiment des mesures
extrêmement efficace. Tout a été mis en place pour essayer d'améliorer les choses. Et vous le savez, on partait d'une situation catastrophique avec une équipe de direction dont le comportement a été purement et simplement scandaleux. Donc il a fallu tout remettre à plat. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, beaucoup d'établissements fonctionnent bien. Aujourd'hui, il reste deux éléments qui pourraient nous permettre d'avoir une dynamique plus favorable. Un marché de l'immobilier qui permettrait de vendre. Hein, vous savez que le groupe Orpea, qui s'appelle maintenant Emeis, détient la moitié des murs en direct. On n'a pas besoin de détenir autant d'immobilier. On a beaucoup d'immobilier de qualité sur un certain nombre de maisons de retraite, mais il faut pouvoir vendre dans des conditions favorables pour désendetter le groupe. C'est évidemment un des axes stratégiques majeurs. Et aujourd'hui, le marché de l'immobilier, il est plutôt fermé. Alors, ça ne va pas durer éternellement. La baisse des taux va beaucoup aider. Le secteur va se réouvrir, mais on n'a pas été en mesure de réaliser des cessions immobilières à hauteur de ce qu'on attendait faire pour désendetter. Deuxième chose, le taux d'occupation des EHPAD en France. On a un retard sur les autres EHPAD. On a un taux d'occupation des EHPAD en France dans les maisons de retraite qui reste inférieur à la moyenne du secteur et des autres acteurs. Il faut redonner confiance dans Orpea. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu de défiance par rapport à Orpea. Elle n'est absolument plus justifiée. Donc le Orpea d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Orpea du passé. Le Orpea d'aujourd'hui est piloté par des gens sérieux et responsables. Mais il faut retrouver la confiance pour convaincre tout le monde de confier ses parents à un moment difficile dans ces établissements. Il faut pour ça à la fois de la confiance et puis aussi des patrons dans chacun des établissements. Il y a tout un boulot de fond pour remettre à la tête de chacun des établissements des personnes qui sortent de la période précédente et qui reviennent sur cette logique beaucoup plus saine qu'est la nôtre. Donc ça va prendre du temps. On reste très confiant dans le redressement d'Orpea à un horizon de 5 ans. On n'a même pas fait une année, hein, puisque notre dernière augmentation de capital, elle a eu lieu en 2024, donc on termine même pas une première année. On a beaucoup de choses qui se sont améliorées et on est confiant que dans la durée, ça va continuer de s'améliorer. J'aimerais savoir ce qui peut faire décoller Ophi Precious Metal. L'or est au plus haut, comme d'autres métaux, et puis ça n'atteint pas les plus hauts. Alors, on a eu des difficultés avec ce support, on en a parlé de manière extrêmement transparente. Ce support, il s'appelle Ophi Or et métaux précieux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour pouvoir vous proposer un fonds qui soit réglementairement éligible à l'assurance vie, c'est-à-dire qui soit UCITS, on doit offrir un minimum de diversification et donc tout simplement on n'a pas le droit de proposer un support investi à 100% en or. On est obligé de mettre autre chose à côté. On avait historiquement fait le choix de mettre de l'argent, qui s'est très bien comporté sur la période, et puis de mettre deux autres métaux qui ont connu des difficultés parce que ce sont des métaux plus sensibles au cycle industriel. Tout ça nous a amené l'année dernière à des performances un peu décevantes, à le sortir du profil équilibre, à demander à Ophi de repondérer le poids de l'or qui a augmenté dans le support. Et donc, on a une performance cette année que j'ai dû vous présenter tout à l'heure et que j'ai encore regardé sur les yeux à 6,73. Alors oui, c'est pas la performance de l'or, mais je dirais ça s'améliore. L'or fait mieux que ça en 2024, c'est certain. Mais la pondération de l'or ayant considérablement augmenté dans le support, on a une performance qui est globalement correcte à 6,73. Et d'ailleurs, vous regardez une photo à un instant donné, mais gardez en tête qu'au mois de décembre, le support a reculé de 6% avec la baisse de l'or. Donc si on avait regardé la photo à fin novembre avec 12%, vous m'auriez dit que finalement la performance était tout à fait correcte. Donc voilà, en gros, on a fait ce qu'il fallait, on a augmenté la pondération de l'or dans le support, on avait commencé avec un fonds qui n'était pas assez pondéré sur l'or, on en est conscient, mais là aussi on a fait on a fait ce qu'on pensait devoir faire pour améliorer dans la durée les performances du support. Alors, il est 20h21, il vous reste 9 minutes pour poser des questions. N'hésitez pas, je reste bien entendu connecté à votre disposition. S'il n'y a plus de questions, il me restera à vous souhaiter une bonne soirée, mais je ne veux surtout frustrer personne. Donc, on reste avec Morgane encore une minute devant l'écran à attendre de voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Je lance le décompte et
Je taperai avec mon marteau pour dire que c'est adjugé la fin de soirée d'ici une petite minute. Bah, quoi qu'il en soit, je tenais à vous remercier de vous être connectés nombreux ce soir. Ça montre l'intérêt que vous portez. Ah bah voilà, il fallait bien deux dernières questions. Faut-il garder Schroeder ou se tourner vers les États-Unis? Bon, Schroeder transition énergétique, franchement, le vendre maintenant, ce serait dommage. On continue de penser que la transition énergétique garde tout son sens. Il y a eu 2 années très très difficiles. On sait que la plupart d'entre vous qui ont fait le choix d'investir dans ce support sont forcément déçus. Mais je dirais, d'un strict point de vue boursier, vendre un support sur des thématiques porteuses après 2 années de forte baisse où on a cumulé des difficultés opérationnelles, des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, une élection américaine qui n'est pas tombée du côté qui était favorable au secteur, ce serait vraiment dommage de brader. Sur les prévisions pour 2025, sur les prévisions sur 2025 et peut-être ce qu'on recommande, bah, je dirais, vous pouvez continuer de bénéficier du fonds à échéance 2032 des drames. Donc ça, c'est ouvert jusqu'au 30 avril et on pense vraiment que c'est une bonne opportunité de sécuriser un rendement. On continue de vous proposer des produits de dette privée qui sont extrêmement bien gérés et on est très confiant dans les performances dans la durée. On pense qu'on a une très bonne gamme de fonds patrimoniaux et que certains d'entre eux sont toujours extrêmement attractifs. Et enfin, on garde toute notre confiance dans un fonds d'action défensive avec un niveau de risque très maîtrisé comme des doublets top dividendes. Donc on pense qu'au sein de notre gamme et en relation avec vos experts et spécialistes, vous allez toujours trouver des solutions. Et enfin, je ne voudrais pas passer à côté de cette dernière question. Vous n'avez pas répondu complètement à ma question concernant les pourcentages que vous reversez aux gestionnaires spécialisés qui œuvrent pour vous. Alors, on a des taux de rétrocession qui dépendent évidemment mais ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que les rétrocessions, c'est l'assureur qui les touche. Donc, ce qu'on s'engage à faire, c'est à vous proposer toujours sur chaque support les parts les moins chargées. Donc, vous, en tant qu'assuré, quand on vous propose du piqueté, par exemple, bah, vous avez la version piquetée la moins chargée en frais. Après, le partage des commissions entre Pictet et nous, je dirais c'est un peu de la cuisine interne. C'est surtout pas que je ne peux pas vous répondre, hein, c'est que j'ai pas les chiffres pour chacune des maisons. Mais ce qui est important pour vous, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que peu importe la répartition des frais de gestion entre Pictet et nous, ce qui est important pour vous, c'est que l'assiette sur laquelle on se base est toujours la version du support la moins chargée en frais. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez. Voilà, et j'ai une dernière question. Mon analyse sur Primovi et les autres SCPI. Ok. Alors, les SCPI, hein, vous le savez, nous, ce qu'on pense, c'est que d'abord, on a la chance de ne pas en avoir beaucoup dans notre gamme en unité de compte, hein. Sur 6 milliards et demi, on a moins de 300 millions de SCPI. Donc, on est vraiment un assureur qui a été très précautionneux sur la commercialisation des SCPI. Certains sont énormément poussés, certains ont proposé des solutions un peu, on va dire, olé olé en matière d'immobilier. Nous, on a proposé deux supports et à l'origine, quand on les a proposés, on voulait, avec Rivoli Avenir Patrimoine, le patrimoine immobilier avec la meilleure qualité, donc essentiellement du quartier central des affaires à Paris. Donc, je dirais, dans la durée, d'avoir la meilleure qualité de patrimoine immobilier, même si ça a baissé, même si ça a souffert, on pense que c'est une sécurité pour le long terme et on ne blâme pas Amundi d'avoir été les premiers à annoncer des baisses significatives de valeur départ des SCPI. En plus, vous pouvez vous réjouir, c'est que certains assureurs n'ont pas complètement joué le jeu vis-à-vis des assurés. Nous, à la MACSF, on a toujours assuré la liquidité, toujours assuré la liquidité sur la base de la valeur liquidative. On pense qu'aujourd'hui, après les baisses qui ont été annoncées pour les SCPI, nous on en a deux, on pense qu'aujourd'hui, l'ajustement a été en grande partie réalisé et que donc
je dirais, il faut savoir garder ses parts dans la durée pour bénéficier du rebond à terme de l'immobilier, à condition que ce soit bien de l'immobilier de qualité, qui soit de l'immobilier sous-jacent de CSCPI. S'agissant de Rivoli, Avenir Patrimoine et Primovi, on pense que le boulot qui avait été fait à l'origine était le bon et que donc on a bien un patrimoine immobilier sous-jacent de qualité et donc tout ça globalement nous incite à dire que on n'a pas, on n'est vraiment pas dans la pire des situations et j'en profite pour dire, mais vraiment ça c'est un message fort que je souhaite faire passer. On sait qu'il y a dans le marché des acteurs qui continuent de faire miroiter des performances positives très favorables sur les SCPI, qui continuent de raconter tout et n'importe quoi sur une sorte de miracle qui les concernerait eux et pas les autres. On pense simplement que leurs évaluations de leur patrimoine immobilier sont pour le moins faussées, ne sont pas les bonnes et ne reflètent pas la réalité. Donc on n'est pas très heureux d'avoir des baisses de parts sur nos SCPI, mais ce qu'on pense, c'est que les gestionnaires avec lesquels on travaille, que ce soit sur Evolia Avenir Patrimoine ou sur Primovi, on fait les ajustements qu'il fallait faire sur la valeur du patrimoine immobilier, hein, dont je rappelle que la baisse est en très grande partie liée à la hausse des taux. Et donc on est globalement euh, pas content évidemment d'avoir des parts de SCPI qui baissent en valeur, mais on pense qu'on est sur des vraies valeurs de part, là où un certain nombre de produits dans le marché ne nous semblent pas refléter la véritable valeur du patrimoine immobilier sous-jacent, même s'ils font beaucoup de publicité pour expliquer qu'ils continuent d'être capables de faire augmenter la valeur de leur part. Ça nous semble, grosso modo, ressembler de plus en plus à de la magie et de moins en moins à de la finance. Est-ce qu'on est très exposé aux emprunts d'État français sur le fonds en euros? Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, historiquement, on a un portefeuille obligataire qui est essentiellement composé d'entreprises, mais compte tenu de l'environnement de marché actuel et compte tenu du fait que les emprunts d'État français offrent désormais des rémunérations particulièrement attractives, on a tendance à développer nos investissements sur la partie des emprunts d'État. Pourquoi n'avez-vous pas de fonds de droit luxembourgeois? Je vous invite à regarder l'actualité récente et les déboires d'un certain nombre d'assurés qui avaient fait le choix de confier leur épargne à des assureurs luxembourgeois. On pense qu'il n'y a pas lieu de proposer ce type de solution. Alors notre gamme en plus ne s'y prête pas vraiment et on pense que toutes les solutions qu'on vous propose en gros ne nécessitent pas de le proposer dans ce format. Voilà, je vois que Morgane m'aide à répondre à tout un tas d'autres questions à côté. Il est 20h29. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci pour votre participation. Merci à tous d'être restés avec nous ce soir et à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir par la suite. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.